Mario Villeneuve s'intéresse depuis très longtemps au développement de la personne. Sa vie est assez spéciale. Il a eu des épreuves comme personne d'autre que je connais, mais il a su tourner ces épreuves à son avantage et aussi à notre avantage. Il vient de publier un livre qui s'intitule « Dieu est au McDo ». Lui-même psychothérapeute et conférencier, il nous fait réfléchir sur le sens de la vie et sur ce beau cadeau qu'est la vie finalement. Je le rencontre aujourd'hui. Bonjour, bienvenue à l'émission. Je vous présente un livre, Dieu est au McDo. Et puis la couverture, tout le beau ciel bleu avec les beaux nuages blancs, tout doux, tout touffu, je ne sais pas comment on dit ça, fluffy en français, sont vraiment le reflet de ce qu'on retrouve à l'intérieur. Merci beaucoup, Mario, d'être là aujourd'hui. Hein? Ça me fait plaisir. Merci de l'invitation. C'est tellement un beau livre. Et merci, je suis vraiment heureux de l'entendre. Il faut que je vous dise que c'est la 2e édition. Ah oui? Puisqu'il y a 3 ans, j'avais déjà publié, mais à compte d'auteur. Et puis, je suis allé tester un petit peu les différentes régions du Québec parce que je suis conférencier. Oui. Et puis, j'ai vendu tous les 1000 exemplaires que j'avais imprimés. Et là, les feedbacks étaient tellement au-delà de toutes mes espérances. Oui. Que je suis allé il y a quelques mois à Montréal. Chez David. Chez Béliveau. Et puis, Béliveau qui est toujours, voilà. Béliveau éditeur, qui est toujours très généreux à notre égard et qui publie des livres extraordinaires sur le sens de la vie, finalement, hein, un peu des belles expériences. Oui, tout à fait. Pourquoi le titre « Dieu est au McDo » ? Il ne faut pas se méprendre. Ça ne vend pas de religion en particulier. Ça ne vend pas non plus de hamburger. Non, surtout pas, non. Comme je racontais avant l'émission à Sophie. À Sophie, je lui disais, je me suis couché un soir, je me suis dit, hey, toi, l'inconscient là, qui, lui, dort pas. J'ai dit, toi, tu dors pas, là, ça fait que, organise-toi avec ça cette nuit, là, trouve-moi un titre. La croyance fondamentale chez moi aujourd'hui, c'est de croire qu'on est des êtres spirituels qui sommes en train de faire une expérience matérielle. Oui. Donc, c'est vrai qu'il y a un chapitre, par exemple, sur la spiritualité. Bon. Alors, je m'étais dit, il y a ces 2 dimensions-là, puis j'aime bien jouer avec les mots, puis j'aime bien l'humour, puis ça fait que tout d'un coup, à 5 heures du matin, je me réveille, c'était ça. Dieu est au McDo. Pour les 2 dimensions de l'être humain. Absolument. Oui. Mais si on y allait avec... on va parler des conférences, pendant l'émission des conférences que tu donnes, les différents thèmes. On va aussi passer un peu à travers les grands thèmes qui sont abordés dans le livre, qui sont essentiellement les mêmes thèmes que tu touches dans tes conférences. Oui, absolument. Et puis ta vie. Ta vie qui est assez spéciale. Hein? Commençons par ça. Bien, à 12 ans, là, avoir défié la mort 3 fois, là, faut le faire. Faut le faire, hein? Je suis originaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean, d'un petit village qui est disparu en 1971, dans un très grand glissement de terrain. Là. Tout le village est disparu? Bien, pas tout le village, mais une grande partie du village, une quarantaine de maisons dans l'espace de quelques heures la nuit. Et puis, c'était pas des maisons là, qui sont tombées sur le bord d'une falaise. Et puis, non, c'était sur le planche, là, comme ça, là, sur le planche. Puis le village est comme ça sur le planche. Puis là, à partir de 11 h le soir, il y a une partie du village, une première maison qui se fait avaler par la terre. Là. Ça tombe. Là. Alors, c'est au fil des siècles, l'eau qui est montée et c'était de la terre argileuse. Et c'est devenu de plus en plus boueux. Et puis jusqu'à ce que la terre puisse plus supporter Et il y a une quarantaine de maisons qui s'est fait avaler comme ça. Là. On vient de voir ça en Floride, là, il y a 2 semaines, là, où il y avait des maisons comme ça. Écoute, dans une des maisons, c'était la chambre à coucher d'un des membres de la famille qui est parti. Il a ouvert la porte de la chambre à coucher, était tombé dans un trou, dans ces espèces de gouffres qui retirent sur la terre. Donc, 40 maisons. Donc là, qu'est-ce qui est arrivé? Puis une trentaine de personnes qui sont décédées. Moi, mon père, il va voir qu'est-ce qui se passe là, à pied.
C'est pas très loin parce que ma maison est restée à quelques pieds du trou, là. Le lendemain, le trou faisait 3 kilomètres de circonférence et 300 pieds de profond. Ouais, machin. Alors, mais mon père va voir, lui, puis quand il faut qu'il revienne, lui, de là, il s'est blessé parce qu'il ne peut plus revenir dans le chemin, il n'a plus de chemin. Là, il a sauté des clôtures, là, il a les pantalons déchirés, il est en sang, et puis il crie dans la maison, il faut se sauver, il faut se sauver. Mais là, je te dis, là, c'est comme un film d'horreur. Je sors dehors, pas habillé parce que ça presse. Et là, ça crie, ça hurle. Il n'y a pas d'électricité, il fait noir. C'est l'enfer. Ben oui, c'est l'enfer. Puis avec les croyances de l'époque là, religieuse, là, ben, les gens ont cru que c'était l'enfer. Oui. Ils se sont dit, c'est la fin du monde. C'est la fin du monde, puis Puis- c'est Dieu qui nous punit. Ben oui. Et puis moi, dans ma petite tête, personne ne m'explique, mais on a à Bagotville, on a dans la région une base militaire. Mhm. Et puis eux autres, ils viennent nous prêter main forte, là. Mais moi, je vois les genoux de mon père en sang, puis je vois un camion de l'armée. Mais là, j'ai pensé, moi, à la guerre. Ouais. Alors, on s'est en allé chez mon grand-père, pas très loin de là. Mon père, il s'est dit dans sa tête, si c'est la fin du monde, aussi bien mourir en famille. Fait qu'on est allé chez le grand-papa. Puis il y a plusieurs frères et sœurs qui habitaient le village. On s'est retrouvés plusieurs. Mais moi, je suis assis dans une petite chaise, là, et puis j'attends qu'on vienne me tuer. Je suis convaincu de ça. Mhm. Mhm. Et j'explique dans mes conférences, d'ailleurs, comme dans le livre, la force des croyances qu'on a Oui, dans notre cerveau. oui, oui. Qu'elles soient Beaucoup du positives. livre beaucoup, une grande partie du livre porte Oui. justement sur les croyances. Parce qu'à ce moment-là, quelles croyances se sont installées dans ton cerveau, dans ta personne, dans ta conscience? C'était vraiment que j'allais me faire tuer. Puis qu'est-ce que ça fait pour la vie après, ça, d'avoir cette Ben, croyance-là, à ce moment-là? C'est sûr que ça crée beaucoup d'anxiété. Oui. Parce qu'on reste marqué, ça reste dans notre cerveau. Et puis, pour te dire jusqu'à quel point une croyance peut prendre la place à l'intérieur de notre corps, pas juste de notre tête. Oui. Parce qu'une croyance qui crée de l'anxiété, ça crée de l'adrénaline puis du cortisol. C'est ça qu'on appelle le stress. Oui, oui. Mais là, je suis tellement sûr que je vais mourir, là, que là, l'anxiété devient tellement élevée que je suis même pas capable de soutenir ma conscience et puis je tombe par terre inconscient en étant malade parce que la croyance est trop forte et je peux pas supporter ça que je vais mourir. Oh, oui, ben oui, c'est ça. Puis ça a un effet différent chez chaque personne aussi, hein? C'est pas tout le monde qui réagit de la même façon. Effectivement. Mais c'est sûr que dans un cas comme ça, où c'est C'est tout un extrême. village, c'est sûr que c'est pas tout le monde qui ont perdu conscience, mais c'est tout le monde qui ont été marqués. Oui, Ça, c'est oui, sûr. oui, oui. Puis moi, ben, je sais pas si c'est des hasards ou je crois plus au hasard, pour être franc. Là. On dit Non, tu souvent crois ça, plus au le hasard. hasard. Je crois pas que le hasard existe. Je crois pas que la chance ou la malchance existe. Je crois simplement qu'on est tous des êtres qui vivons dans une très, très grande liberté. Sauf on est confronté à la liberté des autres aussi, là, puis pas juste des êtres humains, mais de tous les êtres vivants, y compris la Terre, quand elle décide de... Oui, C'est vivant, cette oui, affaire-là. oui, oui. Bon. Quelques mois Oui, puis quand on est vivant, on émet de l'énergie qui se rend à l'autre. Oui, Je veux dire, c'est pas rien, c'est pas vide qu'est-ce qu'il y a entre moi et toi, là. exact. Donc, cette liberté-là, elle s'exprime elle se manifeste dans l'espace, puis elle me rejoint. Ah oui, définitivement. Alors, plus dans mon cerveau, étant plus jeune, plus j'ai de choses négatives, plus j'émets de l'anxiété. Et quand j'émets de l'anxiété dans l'univers ou dans l'espace, ce qui me revient, de c'est l'anxiété. bien des chances que ce soit des expériences dramatiques. Oui, puis il y en a eu d'autres. On se faut aller à une pause déjà, Mario. Bien, pourquoi pas? Ben on, oui. on revient en forme. Ça va se reposer. On revient tout de suite rester avec nous.
Je suis en compagnie de Mario Villeneuve. Il vient de publier le livre, la deuxième édition, ce que je ne savais pas, mais première édition à Béliveau Éditeur. Par contre, première fois que c'est publié à Béliveau Éditeur, Dieu est au McDo. C'est un livre de réflexion sur la vie, sur notre responsabilité à l'égard de notre propre vie. Comment on est responsable, finalement, de créer notre vie et d'être conscient que l'autre aussi crée sa vie et que l'autre... C'est rare, Mario, quand on lit des livres comme ceux-là, que l'auteur nous amène à réfléchir à l'autre. C'est toujours toi. Toi, tu es responsable de ta vie. Puis on parle très rarement de l'autre qui émet lui aussi des vibrations, qui dégage d'énergie. Et je dois me protéger face à cette énergie-là. Je dois être consciente de cette énergie-là. Je dois me protéger et je dois, comme tu dis, être conscient de qu'est-ce que j'attire. Oui. Qu'est-ce que j'attire comme expérience, comme chance ou comme malchance? Je disais, ça n'existe pas. C'est-à-dire Le que hasard, oui. plus je suis en équilibre, plus je suis bien dans ma peau, plus j'ai de chances que, premièrement, je vais être capable de couper avec des personnes qui ont une mauvaise énergie. Et deuxièmement, je vais en attirer de moins en moins ça. Oui, oui. C'est bien clair. Tu parlais tantôt du cortisol, Oui. qui est l'hormone du stress dans notre système. L'adrénaline, des fois, ça peut être très, très commode, très pratique Ah, quand on l'utilise. Pour C'est ça performer, ça en prend. Oui, mais après ça, il faut savoir quand... Mais le cortisol qui se produit dans des trop? quantités en trop. Oui, je connais des femmes, moi, qui ont des taux de cortisol épouvantables, incroyables. Là. Oui, oui. Puis ils sont toujours stressés à l'intérieur, tout le temps Absolument. stressés. Même si elles essayent de faire des affirmations, même si elles essayent d'être positives, il y a ce stress à l'intérieur qui continue de durer. Puis c'est ça qui compte. Et puis notre cerveau est capable de s'adapter à ça, c'est ça qui est le pire. OK. On va en payer des contre-coups sur notre santé mentale puis notre santé physique, sauf qu'on s'habitue à vivre parce que ça devient du connu. Moi, j'ai un de mes amis qui te dirait, moi, je suis l'homme le plus relax qui n'existe pas. Mais moi, je le connais bien, je le sais quand dedans, c'est un paquet de nerfs. Oui. Tu sais, il a fait une crise de cœur éventuellement, puis je lui dis, t'es beaucoup stressé. Mais lui, il est sûr qu'il est très calme, là. Oui, Parce qu'il est habitué. oui, oui. Quand ça fait 10, 20, 30, 40, 50 ans qu'on a toujours le même mode de vie, on ne se rend pas compte nécessairement de tout ce qui se passe à l'intérieur. Toi, on va sauter à partir de cet épisode dans ton village au Saguenay. Oui, au Saguenay. À côté à Bagotville, à côté de Bagotville. Oui, hein. c'est ça. De 8 ans, on va sauter à la jeune vingtaine. Quand tu as développé la fibromyalgie, Oui. parle-nous de cet épisode-là. Qu'est-ce que c'est venu faire dans ta vie? Comment C'est- ça t'a ouvert, ça a changé ta vie? C'est quelque chose qui a été graduel. Parce qu'on nous dit que c'est chronique. On nous dit que c'est incurable dans la majorité des cas. Puis moi, ma mère en a souffert toute sa vie. Alors, c'était un petit peu comme familial. On disait, c'est-tu génétique? Il y a 25 ans, on se posait beaucoup de questions, on avait très peu de réponses. Et d'ailleurs, on a encore très peu de réponses quant aux sources de ça. Mais ça s'apparente aux choses qu'on appelle des douleurs chroniques. Hein? Ce sont des symptômes de douleurs chroniques. Et ça peut aller à commencer par des maux de dos jusqu'à la chaise roulante parce qu'on n'est plus capable de marcher tellement la douleur est rendue importante. Et moi qui ai toujours eu une histoire familiale et personnelle qui était très, très rattachée à la maladie, c'était, pour l'inconscient, je dirais que c'était un mode de vie. Du moins, répéter ces choses-là, c'était du connu. Je me souviens, à ma mère, je lui ai demandé pourquoi on n'est pas chanceux dans la vie. J'avais 8 ans. Puis elle m'avait dit, j'en ai aucune idée. Puis la seule réponse qu'elle avait, pauvre elle, puis c'était pas de sa faute, c'est ce qu'on lui avait dit. Elle avait dit, peut-être c'est parce que le bon Dieu nous réserve une meilleure place au ciel. Mais c'est ça Je lui ai dit, on va souffrir, mais au moins on va avoir une bonne place. Mais là, rendu adulte, c'est ça qu'on disait souvent. Là. après 8, 9, 10, 12, 15 ans, bien sûr, j'avais fait des études. Bien sûr, je savais certaines choses. Oui, parce que tu avais étudié en Oui, psychothérapie. mais j'avais pas tout intégré encore. Non. Comme Non, aujourd'hui, c'était dans ton à 50 cerveau, ans, oui. j'ai pas tout intégré encore, sinon je serais parfait. Là. Oui, oui. Donc, on a toute une vie pour intégrer nos Oui, enfants. oui, oui. J'ai eu beau l'écrire, là.
quand je vais pouvoir intégrer ça à 100 probablement que ma vie va être faite, là. Oui. Alors, après, ma vie continue, hein, puis j'ai ça, cette maladie-là, la fibromyalgie. J'essaie par toutes sortes de petits moyens d'essayer d'atténuer tout ça, mais c'est vraiment après, je dirais, une bonne quinzaine d'années, là, que là, j'en peux plus. J'ai manqué du travail, j'ai fait une dépression là-dedans parce que, bon, tout tombe à plat, hein, c'est très difficile. Et puis, je me suis dit, ouais, ben si tu crois sincèrement que la vie, elle est dépendante de tes croyances, comme tu dis dans tes conférences, puis, ben il va falloir, Mario, que tu regardes ce côté-là aussi. Oui. Oui. Et j'ai regardé franchement les affaires, puis là, il faut être honnête, en tabarouette. Oui. Oui. Parce que j'ai découvert des affaires qui n'étaient pas roses à m'admettre, puis après ça, à admettre aux autres. Parce que tu dis que le numéro un, quand on cherche le bonheur, quand on veut être heureux, c'est Ouais. tout ça qu'on veut, numéro un, c'est de, qu'est-ce que c'est? Revisiter notre enfance. Oui, Parce que c'est là où les croyances s'installent. oui. Puis moi, j'aime pas beaucoup le style là, qu'on s'en va dans le passé, Non. puis on tourne en rond, Non, puis non, pendant non, des non. années, on raconte toujours les mêmes affaires. Ouais. Mais ce qu'il faut savoir, puis qui est intéressant, c'est que ce passé-là, là, il est bien présent. Et si je suis capable de faire un peu d'intériorisation, là, un peu de silence, puis aller en dedans, ça va monter. Comme par exemple, j'ai commencé à écrire, moi, OK, c'est quoi mon rapport avec la maladie? OK, ma mère, mon père ont toujours été malades, j'ai vécu ça, j'ai vécu ça. Toi, quand est-ce que tu as commencé à être malade? Te souviens-tu? Qu'est-ce que t'as... Puis là, je réfléchissais, puis tout d'un coup, je me suis vu petit bonhomme. Oui, c'est ça que tu racontes, là, oui. Petit bonhomme où, tout d'un coup, oui. je réalise que c'est exagéré de dire tomber en transe, là, mais quand il y avait quelqu'un qui s'occupait de moi parce que j'étais malade, enfin, il y avait quelqu'un qui s'occupait de moi. Mais c'était tellement bon. Puis là, c'est ça, je disais, c'est un peu gênant. Maintenant, c'est plus gênant. C'est de notoriété publique, c'est écrit dans le livre. Mais on est tous comme ça, un petit peu. Oui, je pense que oui. Mais J'ai- quand même, Mais oui, on mais- se mais l'avoue pas on se et lève les pas. choses ne changent pas. Non, Si non, on se non. Alors, je me suis souvenu à 15 ans, encore à l'hôpital pour une autre circonstance, X, Y, Z, je ne me souviens pas. Puis je me dis, mon Dieu, que c'est bon d'être à l'hôpital. J'aimerais ça revenir le plus souvent possible, mais pas trop souffrir, tu sais. Non, c'est ça. Rien que pour avoir de l'attention, Hein, que pour se avoir, sentir aimé, pour sentir qu'il y a oui, quelqu'un qui prend soin de avoir moi. de la sécurité affective, c'est ce que qu'on tout cherche. enfant a besoin et c'est ce qu'on cherche. Moi, ça me fâche tout le temps quand quelqu'un dit ah, laisse-le faire, elle cherche juste de l'attention. Ben oui. Ben oui, mais Simonac, C'est ça, donne-y. c'est ça qu'on a besoin. On va en demander jusqu'à la fin de nos jours. Parce que si on la donne comme ils en ont besoin quand ils sont petits, ben il n'y aura pas ce Exact. ce manque à l'intérieur qu'on va chercher toute notre vie. Exact. On va savoir ce qu'on va. Tu parles beaucoup d'estime de soi, ça part de ça. Il Absolument. faut aller à la pause. Encore. On revient et on parle. Pourquoi on ne parle pas d'estime de soi? C'est un des chapitres du livre. Avec plaisir. On se promène dans le livre. Là. Avec plaisir. On revient tout de suite. Reste avec nous.
On parle du livre de Mario Villeneuve, Dieu est au McDo. L'estime de soi, c'est quoi l'estime de soi? On entend toujours parler, on entend parler d'estime de soi partout, mais ça veut dire quoi? On a une réponse toute faite, hein? On a une réponse toute faite. On dit, et toi, comment ton estime de soi? Les gens, spontanément, ils disent, je m'aime. Mais encore, t'aimes quoi de T'aimes toi? quoi, c'est ça? T'aimes quoi de toi? Moi, j'ai jamais jamais vraiment compris, mais j'ai toujours trouvé ça drôle quand on dit l'estime de soi. Mais, ça veut dire quoi? Bon, ça veut dire quoi pour ça toi? veut dire trois choses. L'estime de soi, je dis souvent aux jeunes, parce que j'aide souvent des jeunes, là, je dis qu'il faut investiguer notre intérieur, puis vu qu'on investigue, ça prend la CIA. C pour confiance en soi, I pour image de soi et A pour amour de soi. C'est ça, l'estime de soi. Incroyable, hein? La confiance, elle est comment, ma confiance? Pas la confiance que je suis capable d'écrire un livre ou je suis capable de traverser la rue toute seule, mais la croyance que j'ai la foi en moi. Je crois en moi. Ça, c'est la confiance qui touche l'estime. L'image de soi, c'est comment je me trouve, moi, physiquement, autant que psychologiquement, hein? Comment je me trouve? C'est-tu 10 sur 10? Et une fois, un collègue m'avait dit, Mario, si quelqu'un te demande c'est quoi une extraordinaire estime de soi, tu lui diras ceci. Une extraordinaire estime de soi, c'est quelqu'un qui est capable de se regarder complètement nu dans un miroir et apprécier tout ce qu'il voit. Hein? Oui. Hein? C'est pour ça que je dis que c'est le travail d'une vie. Oui. Et puis quand on a de plus en plus la confiance avec tout plein de réussite, une image qui est de plus en plus positive, c'est là qu'on arrive à l'amour de soi et qu'on est fier de qui on est. Oui, oui. Et puis qu'on ne veut plus changer de quelqu'un d'autre et qu'on ne se compare plus avec les autres, ni avec les modèles qu'on nous présente dans notre société. Oui, puis on est inconscient, on veut l'imiter, on veut imiter ces modèles-là, on veut être comme ces femmes-là, comme ces hommes-là. La confiance de soi commence à l'enfance. Le rôle des parents, c'est essentiellement de faire en sorte que l'enfant ait confiance en lui, qu'il ait une image positive de lui et qu'il s'aime. Oui, mais ce que le parent ne sait pas, c'est que tant et aussi longtemps que lui, il n'y en a pas, de ça. Il a beau répéter à son enfant, t'es belle, t'es belle, t'es belle, t'es la plus belle du monde, t'es la plus belle du monde, t'es la plus belle, ça passe pas parce que l'enfant est un éponge. C'est ça. Alors, comme éponge, là, il retire le liquide qu'il y a à côté, il l'absorbe. Alors, les mots, c'est bien quand même, là. Je ne dirais pas que c'est mauvais. Oui. C'est bien quand même d'avoir des compliments à nos enfants, etc., etc. Mais il ne faut pas s'attendre qu'ils aient une estime de soi plus grande que nous. C'est pas possible. C'est pas possible. Je disais ça à une maman hier. Elle est comment, votre estime? Elle dit, oh mon Dieu. Puis j'ai dit, dites-vous, votre... Elle dit, je passe mon temps à y dire. Mais là, j'ai dit, mais vous, elle est comment? Oh mon Dieu, du travail à faire. Alors, ben voilà, commencez aussi avec vous. Ça revient à ce que tu disais tantôt. On absorbe ce qu'il y a autour de nous plus que les paroles. Ah ben oui. Les paroles, s'ils correspondent à l'énergie qu'il y a autour de nous. Oui. Mais avant la parole, on va absorber ce qu'il y a autour de nous. Puis si ce qu'il y a autour de nous, c'est un parent qui se questionne, qui ne sait pas trop ce qu'il vaut, qui pense qu'il ne vaut pas grand-chose, qui n'est pas fier, qui n'a pas d'estime de soi, ben c'est ce qu'on va absorber. Oui. C'est fou, hein? Oui, tout à fait. Et puis je te dirais que dans toutes les croyances que ce soit, il y a 3 types de croyances qu'on a dans l'inconscient. Oui. Puis l'inconscient, là, c'est 90 de notre cerveau. C'est un immense disque dur. Oui, je sais. J'aime beaucoup. Le livre est vraiment très bien, très bien expliqué quand tu parles du disque dur pour l'inconscient. Puis le conscient, c'est la mémoire vive. Oui. Notre 10 Oui. Tu sais, je trouve ça nous donne des références concrètes. Oui, c'est avec lui que je peux réfléchir, mon 10 Oui. Puis qui dit, OK, je vais aller en dedans du 90 dans mon disque dur, parce qu'il y a des affaires que je me souviens plus. Mais si je me donne la peine, à un moment donné, j'ai vu, à 15 ans, je me suis dit à l'hôpital, mon Dieu, que... Et là, j'ai fait le ménage dans toutes les croyances qui s'appartenaient, qui s'apparentaient à la maladie. Et puis, là, tout d'un coup, j'ai dit à ma blonde, j'ai dit,